Lamia El Harraj, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes aussi première secrétaire du Parti Socialiste à Paris, une fédération importante. Un mot sur Israël pour commencer. Benjamin Netanyahou persiste et signe. Il ne changera pas de stratégie à Gaza. La guerre jusqu'au bout, malgré la découverte de 6 otages exécutés qui lui ont valu des manifestations. Commet-il une erreur ? C'est évidemment qu'il commet une erreur, à la fois sur le plan humain, humanitaire, vis-à-vis de la population israélienne, vis-à-vis des otages et leurs familles, pour lesquels on a une pensée. Ça va faire maintenant presque 1 an qu'ils sont prisonniers du Hamas suite aux attentats terroristes du 7 octobre. Et je crois qu'il faut absolument encourager les démocrates, les progressistes israéliens qui manifestent de façon massive dans la rue jusqu'à l'interdiction judiciaire qui a été prononcée. C'est maintenant que ça se joue, ce rapport de force. Mais bien sûr que c'est maintenant que ça se joue. Moi, je me mets à la place des familles, des otages. Je souhaiterais voir mes proches revenir. Ce qui se passe dans la bande de Gaza et ce qui se passe dans les colonies en Cisjordanie est absolument inacceptable. Et il est plus que temps, désormais, qu'il puisse y avoir une transition progressiste en Israël et que cette situation aboutisse à un cessez-le-feu et la libération immédiate de tous les otages en espérant qu'ils soient vivants et en bonne santé. Que peut faire l'Occident ? Que peut faire l'Europe ? Que peut faire la France ? Y a-t-il des moyens d'action et de pression ? On voit que le Royaume-Uni vient de suspendre une partie de ses licences de vente d'armes vers Israël. C'est la solution ? Écoutez, je crois que la voie de la diplomatie doit être celle qui l'emporte. Je regrette pour ma part que la France ne joue pas un rôle fort dans la résolution, en tout cas l'accompagnement de cette diplomatie au Moyen et au Proche-Orient, parce que on voit bien qu'aujourd'hui la situation est complètement bloquée. À la fois la situation s'embrase, si je puis dire localement, à la fois Israël n'a pas du tout l'intention d'arrêter ses frappes et dans la bande de Gaza et à Rafah, et on est tous extrêmement inquiets de cette situation. La question de l'escalade aujourd'hui, je ne sais pas si le mot est encore adéquat vu la situation actuelle, mais il faut absolument que ça s'arrête. La gauche unie a peiné au mois de juillet à formuler dans son programme du Front populaire fin juin une formulation autour des événements au Proche-Orient. Est-ce que la gauche aujourd'hui y voit plus clair ? Est-ce qu'elle est plus d'accord sur ce qu'il faudrait faire ? Écoutez, nous, au Parti Socialiste, on a toujours été extrêmement clairs. Nous avons condamné, et notamment à la fédération du PS Paris, que je dirige, le jour même des attentats, nous avons condamné clairement, sans ambiguïté, ces attentats. Nous avons condamné par ailleurs aussi les exactions qui pourraient être commises contre les civils palestiniens. Nous avons plaidé en faveur de la libération de l'ensemble des otages, mais au-delà de ça, d'une solution à 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, et en rappelant les principes de base. Mais le Front populaire est plus flou sur... Il l'est pas, pour le coup. Vous connaissez mon avis sur un certain nombre de partenaires du Front populaire. Je crois que l'expression qui a été la sienne au lendemain de la dissolution a été extrêmement claire. En tout cas, la formulation dans le programme était extrêmement claire. Depuis, il y a des ambiguïtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense notamment aux propos volontairement, à mon avis, provocateurs, et c'est pas le bon mot pour le coup provocateur, mais en tout cas volontairement polémique de Rima Hassan. En Jordanie. Je pense à l'hommage de Sofia Chikirou, qui rendait hommage au chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été tué lors d'une frappe aérienne. Voilà, ça nous pose un gros problème, on l'a dit, on est un certain nombre à l'avoir dénoncé, et évidemment que c'est une situation qui n'est pas acceptable sur le fond politique. Alors parlons justement de la politique française. L'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon semble s'éloigner. Vous êtes déçu ? C'était une issue pour la gauche ? Sincèrement, je ne sais pas si elle s'éloigne en réalité, parce que je ne vois pas d'alternative crédible. Thierry Baudet, avec toutes les qualités qui sont les siennes, puisque le président du Conseil économique et social. Voilà, président du Conseil économique et social, ancien président de la Mutualité française, ancien président de la MGEN, un parcours évidemment tout à fait honorable. Pour autant, je ne sais pas quelle est son expérience politique, et moi, je ne suis pas du tout convaincue de ce qu'on appelle, entre guillemets, un gouvernement technique. Il faut un politique. Un gouvernement, c'est d'abord de la politique. On est de droite ou on est de gauche. On augmente le budget ou on le baisse. On investit dans l'éducation ou on investit dans la santé. Comment est-ce qu'on préserve les services publics ? Comment est-ce qu'on accompagne les collectivités territoriales ? Comment est-ce qu'on maintient un haut niveau d'exigence en matière de transition écologique ? Parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Ça, c'est politique. Bernard Cazeneuve est un homme d'État. Ça a été un ancien Premier ministre remarquable, salué, reconnu pour ses positions républicaines, pour son positionnement global. Et je ne crois pas
que aujourd'hui le poker auquel ça donne, c'est une partie de poker. C'est une partie de poker, c'est pas terminé. Le président de la République soit honorable. Il est en train d'abîmer durablement la démocratie et nous en sommes extrêmement inquiets. Pourquoi ? Parce qu'il veut garder quand même le maximum de pouvoir pour lui ou parce qu'il considère que si ça dure, ça affaiblit ses oppositions ? Écoutez, sincèrement, je ne suis pas dans sa tête et je ne suis pas psychologue pour autant. Ce que je constate, c'est que quand on est dans une démocratie, en l'occurrence une démocratie française, avec toute l'histoire qui est la nôtre et tout l'honneur que nous mettons à faire vivre nos instances, à faire vivre la République, je pense que quand on est président de la République, on s'abîme et on abîme la démocratie en se comportant comme il est en train de le faire. Il y a un résultat sorti des urnes, celui des européennes, d'abord, qui a sanctionné la politique qu'il mène et par ailleurs sa notoriété, si je puis dire, au sein de la population. Ensuite, il a convoqué une dissolution dans des conditions, je le rappelle, absolument effroyable, en moins de 3 semaines, à quelques semaines de l'ouverture du plus grand événement international que nous accueillons à Paris et pour lequel nous nous préparons conjointement, d'ailleurs avec les services de l'État, depuis près de 10 ans. Tout cela, pourquoi ? Pour refuser de reconnaître, au final, les résultats sortis des urnes. Même si les résultats, c'est une grosse poussée du Front National, du Rassemblement National au premier tour, une France très à droite, et puis après, par le jeu du Front Républicain, la gauche devant. Mais ce Front Républicain, il aurait pu essayer de gouverner. Le Front populaire aurait pu dire on reste attaché à nos partenaires du Front républicain, on tend la main vers le centre. Vous avez tout à fait raison. 2 choses là-dedans. D'abord, le Front républicain, effectivement, a fonctionné par le jeu des désistements et c'est une bonne chose que les partis républicains aient joué le jeu du barrage au Front National, au Rassemblement National. Pour autant, c'est d'abord les Françaises et les Français qui ont voté de façon très claire. Alors, il y a 3 blocs qui arrivent au final sur la ligne d'arrivée avec assez peu de points d'écart en réalité. Effectivement, je pense que l'enseignement responsable le soir du second tour, ça aurait été de dire clairement, il y a un bloc arrivé en tête, il lui incombe la responsabilité de composer un gouvernement, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties européennes qui vont vers des coalitions. Et donc à partir de là, la responsabilité de la gauche aurait été de dire comment est-ce qu'on construit sur la base de l'analyse sortie des urnes du second tour et du premier tour aussi, puisqu'il ne faut pas oublier la montée du RN, une coalition en capacité de gouverner. Il fallait s'élargir et puis faire des concessions sur le programme. Cette coalition, c'était de dire quelles sont les priorités des Françaises et des Français sur la base d'un programme inspiré, certes, du programme de la gauche, mais qui ne peut pas être à la lettre près le programme de la gauche parce que vous n'avez pas de majorité claire. Quand vous faites 28%, vous n'êtes pas à 50%. Donc à partir de là, quelles sont les priorités ? C'est le pouvoir d'achat, les services publics et le logement. On a aujourd'hui une crise du logement sans précédent. Je regardais là à Paris, pour un studio de 12 mètres carrés cette semaine, il y avait plus de 1000 dossiers. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité ni les moyens de se loger dignement. Et sur ces 3 sujets, il y avait des points d'accord possibles avec le centre, avec même une partie de la droite. Bien sûr. Je pense sincèrement qu'on interroge un certain nombre de nos collègues au-delà des postures partisanes qui aujourd'hui sincèrement sont lassantes vis-à-vis des Français et au vu du blocage actuel de la République française, on a un problème. Donc comment est-ce qu'on y répond ? On pose des questions, pardon, je vais peut-être paraître un peu naïve, mais de base. Vous êtes pour ou contre qu'on discute du pouvoir d'achat ? Comment est-ce qu'on fait pour redonner du mou à un certain nombre de familles qui aujourd'hui sont étouffées et n'en peuvent plus et n'arrivent pas à assumer leurs dépenses ? Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on investisse dans l'hôpital ? Je pense qu'on soit de droite ou de gauche, aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe à l'hôpital. Vous êtes pour ou contre avoir un enseignant devant votre enfant à la rentrée scolaire ? Qui pourrait dire non ? Vous n'êtes pas député, mais pourquoi si peu de voix au sein du PS à l'Assemblée dans le groupe se font entendre sur cette ligne ? Je pense que les députés se sont fait entendre. En tout cas, au Parti socialiste, nous sommes un parti démocratique, du moins jusqu'à encore pas longtemps. On discute de ces positions-là et clairement, il y a des voix divergentes qui se font entendre sur la base de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a eu cette initiative portée par la direction nationale du Parti socialiste de pousser la candidature de Lucie Castex à l'issue d'un processus de recherche d'un Premier ministrable putatif, ce qui déjà en soi, sur la question de la méthode aujourd'hui, on le voit bien, n'a pas fonctionné. Et nous avons souhaité, en responsabilité et au vu de la situation grave que le pays est en train de traverser, laisser à cette initiative la chance de pouvoir aboutir. Il faut passer à autre chose maintenant. Force est de constater qu'elle n'a pas abouti. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Personnellement, je me suis engagée au sein du Parti socialiste parce que c'est un parti de gauche, c'est un parti de gouvernement, c'est un parti respectueux des institutions. Et aujourd'hui, je suis inquiète de ce qui est en train de se passer parce que je ne sais pas comment est-ce qu'à une prochaine échéance électorale, qu'elle soit nationale ou locale, on est en capacité d'expliquer aux gens, qu'il faut aller voter,
2, que leur vote a un sens et qu'on l'entend et qu'on le prend en compte. Et 3, qu'il ne faut pas voter pour les partis populistes. Certains disent la situation est bloquée, il faut destituer le président de la République. C'est ce que tente la France insoumise. C'est une voie possible ? En tant que socialistes, nous sommes, je l'ai dit, un parti de gouvernement, un parti qui a cette tradition du débat et du consensus. Et nous ne sommes pas un parti qui vient prôner le chaos et la conflictualisation permanente de la société. Je suis en profond désaccord avec la France insoumise sur beaucoup de ses positions, et notamment sur sa façon à la fois d'être dans l'outrance permanente, d'être dans la conflictualisation permanente et dans l'opposition des uns aux autres. Ce qu'ils veulent, c'est fracturer la société et appuyer sur toutes les lignes de divergence que nous pourrions avoir pour essentialiser les individus et les réduire à la plus petite portion congrue que nous puissions avoir en commun. Et ça, personnellement, je le refuse. Pour que la ligne de ce parti de gouvernement qu'a été et que veut être le PS l'emporte, quand est-ce qu'aura lieu un congrès au Parti socialiste ? Écoutez, ce congrès, il est statutaire, donc j'imagine que le premier secrétaire ne va pas tarder à le convoquer, puisque dans nos statuts, il est censé avoir lieu dans les 6 mois qui suivent une élection législative, donc je pense que ça ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, la question du rapport à la démocratie, pour nous, est fondamentale. Moi, je me suis engagée au Parti socialiste et pas dans une autre structure, qu'elle soit de gauche ou associative ou autre, parce que justement, ce qui m'intéressait, au-delà des valeurs que nous portons, c'est la possibilité permanente de débat, de vote et d'opposition interne, mais plutôt saine, et qui permet au final de faire émerger une position commune. Et c'est ce qui permet, à mon sens, dans un grand parti comme celui qu'est le Parti socialiste et qui continue de l'être en dépit des périodes que nous avons pu connaître, c'est ce qui permet à des gens qui pensent que la retraite à 60 ans, voire même à 55 ans, voire même à 62 ans, et peut-être même au-delà pour certains, en débattre. On peut en discuter, on peut en débattre, mais surtout, on peut être dans le même parti et voter ensemble une position commune qui nous permet justement d'être représentatifs de ce qu'est la société française. Et j'aspire pour mon parti à ce que nous puissions revenir à ces fondamentaux qui sont ceux du respect bilatéral, qui sont ceux du débat. Et dans vous le ne le cadre trouvez de plus nos aujourd'hui ? Non, je ne le trouve plus aujourd'hui et c'est un problème. Mais je ne doute pas que nous le retrouverons parce que je suis profondément socialiste et que le Parti socialiste, qui est l'héritier de Blum, qui, je le rappelle, a porté très fortement cette question de la démocratie interne et en a fait d'ailleurs un point de clivage au moment où j'étais en responsabilité. Quand nous sommes les héritiers de Blum, nous avons cette responsabilité de la démocratie interne. Quelques mots de Paris. Anne Hidalgo veut que les anneaux olympiques restent accrochés à la Tour Eiffel après les Jeux. Contestation de l'opposition, contestation de la famille Eiffel. Ça va se faire ? Écoutez, je crois que les conditions du débat et de la discussion sont posées. En l'occurrence, il y a un certain nombre de parties prenantes qui doivent se mettre d'accord. Je rappelle quand même qu'à la base, à chaque fois, ça me fait un peu sourire. C'est comme le débat sur la vasque. À la base, la Tour Eiffel, si vous vous souvenez, elle avait été construite pour l'exposition universelle. Elle est censée être démontée. Et si vous relisez un petit peu les expressions de l'époque d'un certain nombre de grands noms illustres de la littérature française, c'était une verrue au milieu de Paris, c'était une affreuse dame de fer. Enfin bref, il ne manquait pas de qualificatifs. Et finalement, cette Tour Eiffel, les Parisiens en sont tombés amoureux, la France en est tombée amoureuse et elle est toujours là. Alors le périphérique, on en est un peu moins amoureux. 50 à l'heure, ça aussi, ça fait tiquer. Les gens ne veulent pas rouler à 50 à l'heure sur le périph'. Écoutez, quand vous roulez à 50 à l'heure et quand vous roulez à 70 km/h, la différence sur un parcours de 3 km est de même pas 1 minute. Donc c'est un faux débat en fait. Il faut ralentir, c'est bon pour la pollution. En revanche, la réduction de la vitesse pourrait permettre la réduction de la pollution liée aux émissions des voitures qui sont sur le périphérique de l'ordre de 10%, voire jusqu'à 20%. Et vous savez, il y a une très belle carte qui a été faite par l'APUR que je vous invite à regarder sur où sont aujourd'hui les points de pollution en Île-de-France. Et ben, les points de pollution, leur plus grande concentration, elle est sur les grands boulevards et elle est sur le périphérique. Et moi, personnellement, j'habite dans le 20e arrondissement, pas très loin d'une grande porte parisienne, et je ne veux pas que mes enfants aient à subir la pollution atmosphérique et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de réduire nos émissions. Eh bien, on voit que la campagne municipale 2026 n'est pas loin de commencer. Lamia El Harraj, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. Demain matin, votre invité sera Laurent Hénard, président du Parti Radical. Radio J.